Oh, tu peux enlever ta veste. Rebonjour à tous. Comme je vous l'ai dit ce matin, on commence cet après-midi par la question de l'inflation, hein, qui est vraiment aujourd'hui au centre, on l'a vu avec Frédéric Dabi ce matin, au centre des préoccupations de nos concitoyens. Et alors très honnêtement, je vous le dis comme je le pense, je considère que nous avons le meilleur plateau possible pour parler d'inflation. Mais je pense que vous pouvez vraiment le prendre au premier degré. Vraiment. Michel-Édouard Leclerc, évidemment, que tous les Français connaissent, qui est président du comité stratégique du groupement Leclerc. Emmanuel Combes, qui est l'ancien vice-président de l'autorité de la concurrence. Alors je dis ancien vice-président de l'autorité de la concurrence parce qu'il a quitté cette vice-présidence il y a quelques jours, lundi je crois, mais il est professeur des universités. Et c'est alors à mon sens, c'est quelqu'un de très modeste, c'est la seule différence entre nous, parce que sur le reste on est à peu près d'accord, mais c'est vraiment le meilleur spécialiste en France, et même au-delà, mais le meilleur spécialiste des questions de concurrence. Et donc c'est formidable qu'Emmanuel revienne maintenant chaque année. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on le retrouvera une deuxième fois dans l'après-midi, parce que ça fait partie des choses qu'on improvise, c'est le charme des rencontres de l'avenir. Et cette table ronde est modérée par Béatrice Mathieu, qui est rédactrice en chef à l'Express. L'Express qui est notre partenaire média pour ces rencontres, donc tout le monde doit s'abonner à l'Express. Et Béatrice, c'est ma patronne à Express, hein. C'est à elle que j'envoie mon papier toutes les semaines et qui dit ça va pas, etc. Bon, bref. Voilà, donc je vous remercie. Et puis je voudrais dire un tout petit mot avant de te laisser la parole, Béatrice. Un remerciement aux lycéens du lycée Saint-Exupéry, puisqu'il y a 2 classes de seconde qui sont présentes cet après-midi. Et je remercie Nadia Aragano qui fait un très gros travail pour motiver les jeunes. Et donc on est ravis évidemment d'avoir des jeunes avec nous. Voilà. Béatrice, merci Nicolas, merci. Alors évidemment, un débat qui est aussi politique que économique et qui est dans la ligne droite de ce dont on a parlé ce matin, avec un sondage très très intéressant sur le sentiment, comment se sentent aujourd'hui les Français. Alors à un moment où on vit un choc inflationniste, avouons-le, personne n'aurait imaginé il y a un an, quand on était là dans cette même salle il y a un an, qu'on serait à 6,2% d'inflation en France. L'année dernière, à la même époque, on était à 2,5%. Il y a 2 ans, on était entre 0 et 0,5. Donc une accélération incroyable qui, évidemment, a un effet sur le pouvoir d'achat. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais peut-être juste un qui permettra de service de base, en fait, à la suite de la discussion. Moi, je prends les chiffres de l'INSEE. L'INSEE qui dit dans sa dernière note de conjoncture que sur l'ensemble de 2022, en fait, le pouvoir d'achat par unité de consommation, grosso modo, c'est par ménage, même si on pourrait un peu fignoler tout ça, baisserait de 0,5%. Alors, quand on parle de pouvoir d'achat, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension inflation et comment se fabrique le prix, et on en parlera. Une question de salaire et de revenus. Et une question aussi de politique publique. Et là, on reviendra à parler de tous les boucliers qui ont été mis en place et comment on sort de ces boucliers. Moi, je voudrais vous poser à tous les deux une première question. Est-ce que la situation est grave, très grave? Moi, je vous ai beaucoup écouté, Michel-Édouard Leclerc, dans toutes les interviews aussi que vous avez données. Vous vous dites, attention, en début d'année, on va avoir une inflation à 2 chiffres et c'est la récession. Alors, je n'ai pas bien compris. Et c'est un risque de récession. Ah. Non, je suis... D'abord, je suis d'un naturel. Je suis dans l'action avec mes collègues de Centre Leclerc, qui c'est une coopérative de commerçants indépendants. Je m'abreuve des observations de terrain, des conditions d'achat qu'on est en train de négocier. Il ne faut pas oublier que de mon observatoire, quand je suis au bureau hier, par exemple, je suis avec des acheteurs. On est en train d'acheter les jouets de Noël de l'année prochaine. On est en train d'acheter la rentrée des classes de l'année prochaine. On est en train de définir, on a déjà défini les collections et les remontées de commandes de textiles. Donc maintenant, on est en train de regarder par quelle quantité on va les acheminer et tout ça. Mais tout ça, nous avons, dans notre corps de métier, et c'est vrai chez Carrefour, chez Auchan, on a cette perception avant l'indicateur de l'INSEE. Ça ne le contredit pas, mais l'indicateur de l'INSEE relève les compteurs après. Et souvent, il relève les compteurs après le consommateur. D'accord ? Donc, il y a l'inflation vécue
par les consommateurs, pas simplement perçue, vécue par les consommateurs au moment de leurs achats dans la sphère de leur consommation. Il y a l'inflation de l'ensemble de la consommation, y compris par celle qui n'est pas vécue directement par les acheteurs. Et puis après, il y a la fabrication de l'indice qui est pondéré, qui est modulé, qui est resculpté pour qu'on puisse tenir des comparaisons internationales et que... Donc en fait, si vous prenez le poids du bouclier énergie aujourd'hui, c'est pour avoir lu ce matin dans un journal l'interview du Premier ministre, c'est presque de 3 points d'inflation le bouclier énergie. Donc combien vous avez dit de chiffres 6 et quelques plus 3, on n'est pas loin de 10 en fait d'inflation. C'est pas parce que l'État subvient la hausse des prix réels, même avec l'indice de l'INSEE, est proche de 10. Hein, elle est presque 17 en Pologne, c'est pour vous dire, mais on a des centres Leclerc en Pologne, c'est pour ça qu'on le vit. Et donc, ce qui fait choc, d'abord, c'est qu'on passe de la déflation, une déflation longue, qu'on n'a pas mesurée, dont on ne parlait pas, sauf les agriculteurs ou ceux dont le revenu pâtissait, parce qu'au fond, la déflation, on était dedans. On était dedans. Et donc, on se compare dans un univers. Combien tu as gagné dans cette période de déflation? Je ne savais pas que ça s'appelait déflation, mais c'était dans ma période, c'était ça. Là, on est dans une période de transition et on bascule, je crois, pour une inflation durable. Elle ne sera pas qualifiée de la même manière dans les 10 ans qui viennent, mais elle n'a pas les mêmes causes, mais on rentre dans une inflation durable. Et dans ce moment de la transition, des chiffres peuvent ne pas coller. D'où on regarde l'inflation, on n'en a pas la même perception. Moi, je suis passé pour un agité du marché en novembre dernier, quand j'ai commencé à dire qu'on rentrait dans un moment d'inflation, qui était dû d'ailleurs à la désorganisation ou à la réorganisation après le Covid. Mais il y avait beaucoup d'inflation d'anticipation, beaucoup de spéculation. Je vous rappelle que l'augmentation du prix des pâtes de 34% dans les hypermarchés français, ce n'est pas la guerre en Ukraine, ce n'est pas la crise de l'énergie, et ça démarre en novembre de l'année dernière. D'accord ? Et on se réfère plutôt à des mauvaises récoltes au Canada, etc. Quand les chauffeurs de taxi se plaignent de ce que le prix du gasoil dépasse 2 €, on n'est pas encore dans la guerre en Ukraine. On est fin décembre, début janvier. Après, il y a des événements auxquels on rattache tout, parce que dans une société aussi qui simplifie, ou des véhicules médias qui simplifient, on rattache à une cause. Je crois aujourd'hui qu'il ne faut pas se tromper. Quelle que soit la cause de l'inflation, il y a une inflation là, qu'on se prend donc, de l'après-Covid, il y a une inflation qu'on se prend et qui est accélérée par ce que produit la crise ukrainienne, y compris la spéculation, y compris les anticipations, etc. Mais on va basculer assez vite dans une inflation que moi j'appelle punitive, qui est la sanction de la vieille économie, et on va arriver après sur une inflation, pendant 10 ans, du nouveau modèle économique, jusqu'à ce qu'on l'amortisse, qu'on trouve la taille du marché, etc. Et donc on va vivre là-dedans. Pour conclure cette présentation, je vais vous dire d'où je parle du terrain, mais je suis aussi quelqu'un... Alors, il y en a d'autres dans la salle, je le vois à la couleur des cheveux. On a vécu des périodes d'inflation. Moi, quand je suis rentré dans les centres Leclerc, mon premier emprunt, je l'ai fait à 14%. Et ma première augmentation de salaire était de 14%. D'accord ? Donc on n'y est pas, mais c'est pour vous dire qu'on raisonne dans des moments différents. Emmanuel. Et donc ça va durer, quoi. Emmanuel, est-ce que ça va durer ? Merci d'abord, bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour la deuxième année consécutive. C'est toujours un plaisir et un honneur troisième que de pouvoir s'exprimer. J'osais pas dire la vérité, parce qu'en général, celui qui dit la vérité, on lui coupe la tête. Hein. Mais comme Michel Edouard aura la tête coupée avant moi, je vais abonder dans son sens. Donc pour répondre très clairement, donc c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Je suis désolé, on commence fort, hein, les rencontres de l'avenir. Pour moi, le pouvoir d'achat va structurellement baisser. Ou en tout cas, pour être plus clair, le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est nos salaires, nos pensions, si on a la retraite, nos revenus divisés par les prix. Donc plus les prix montent, si les salaires restent les mêmes, le pouvoir d'achat baisse. Restons sur les prix. Je pense comme Michel-Édouard Leclerc, et je le pense depuis longtemps, hein, je l'ai dit il y a déjà 2 ans, que l'inflation n'est pas un accident. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, c'est la reprise post-Covid. L'inflation, c'est bien la hausse des prix. On pourrait tout à fait imaginer ensuite que ça se stabilise. Moi, je pense que ça va continuer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des causes structurelles.
et pas seulement conjoncturelle. Oui, il y a eu la guerre en Ukraine, mais il y a surtout 3 phénomènes qui vont durer. Alors, je suis incapable de vous dire si ça va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je ne suis pas prophète, mais on ne parle pas de choses qui vont disparaître. Premier élément, Michel-Édouard en a parlé, la transition climatique, ça va coûter. Juste un exemple mais très concret. Vous êtes un agriculteur. Qu'est-ce qui se passe avec le climat? D'abord des sécheresses, des inondations, des événements extrêmes. Qui dit événement extrême dit votre assureur, et c'est fort légitime, va dire au viticulteur, écoutez, cher monsieur, la police d'assurance, elle va augmenter. Si la police d'assurance augmente, au bout d'un moment, il faudra bien augmenter le prix du vin. Ce que je veux dire par là, c'est que la transition climatique, ça va être nécessairement inflationniste. D'abord parce que le changement climatique entraîne une augmentation des événements extrêmes. Secondement, on va toujours sur le climat, on va taxer de plus en plus les énergies fossiles, avec la taxe carbone. Donc tout ce qui est lié à l'énergie fossile va voir son prix augmenter. Qui plus est, les nouvelles productions propres, la voiture électrique, etc., il faudra du temps avant que les prix baissent. Alors, on le sait tous, quand on lance une nouvelle technologie, entre guillemets, il faut du temps parce qu'il y a des courbes d'expérience, il faut des économies d'échelle. Bref, première cause structurelle, ce que j'appellerais l'inflation climatique. Deuxième cause, les relocalisations. Alors, à mon sens, elles ne seront pas forcément massives, mais il y en aura. Quand vous relocalisez d'un pays, entre guillemets, émergent ou low cost vers un pays d'Europe, par définition, ça fait monter les coûts. C'est peut-être le prix à payer pour avoir une forme de souveraineté, on y reviendra, mais ça se traduira également par des hausses de prix. Et puis troisièmement, ça c'est plus conjoncturel, Michel-Édouard en a un peu parlé, toutes les hausses de coûts qu'ont subi les producteurs n'ont pas été encore passées dans les prix. Il y en a qui ont comprimé pour l'instant leur marge, soit parce qu'ils ne pouvaient pas les reporter, parce que leur contrat ne leur permettait pas, soit parce que pour des raisons de réputation. Alors je vais citer une marque qu'on connaît tous, une marque de surgelé que vous connaissez tous. Je lisais dans les Échos hier, cette marque a dit pour l'instant je prends sur ma marge. Je prends sur ma marge pendant 2 ans, 3 ans, ce qui est déjà très long. Donc bref, pour répondre très clairement à votre question, Béatrice, oui, les prix vont continuer à augmenter. Penser que tout ça va rebaisser, à mon avis, c'est une douce illusion. Alors maintenant, est-ce que le pouvoir d'achat va baisser? Ça dépend comment les salaires, les pensions, les revenus de transfert vont réagir par rapport à ça. Ce que l'on constate à court terme, si vous laissez de côté, et c'est bien légitime, les personnes qui sont au SMIC, dont les salaires ont été augmentés du même niveau que l'inflation, à peu près un peu plus de 6%, majoritairement, les hausses de salaire ne compensent pas, en effet, les hausses de prix. Donc comme le pouvoir d'achat, c'est le salaire divisé par les prix, si les prix montent et que les salaires n'augmentent pas dans la même proportion, vous connaissez une baisse de pouvoir d'achat et vous risquez, à mon sens, d'en connaître durablement. Donc je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais au moins j'aurais répondu à la question très clairement. Alors, baisse durable de pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça implique à court et moyen terme en termes de changement de comportement? Est-ce que déjà, dans vos magasins, vous le voyez? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme arbitrage? Alors, d'abord, je pense que la baisse du pouvoir d'achat n'est pas inéluctable. C'est-à-dire, on est d'accord. Okay, il faut voir comment va être compensée cette évolution du prix. Mais qu'on ait de l'inflation ou de la déflation, le pouvoir d'achat, c'est entre ce qu'on a dépensé et ce qui nous reste, c'est pas... Quand il y avait de la déflation, il y avait aussi des problèmes de pouvoir d'achat. Avec l'inflation, il y en aura ou il n'y en aura pas. La question, en l'occurrence, c'est de savoir si les revenus des Français vont aussi augmenter, si ce n'est parallèlement, peut-être pas c'est rarement dans le même tempo, mais pour moi, évidemment, si l'inflation est aussi rude et si elle continue, il faut augmenter entendez-moi bien, je ne fous pas le feu chez moi, mais je dis il faut augmenter évidemment le revenu des Français, que ce soit les retraites, que ce soit les salaires. Je ne dis pas qu'il faut les indexer, parce que ça, c'est des mécaniques desquelles il est difficile de sortir, mais je pense que au moins le parallélisme fait sens. Et en tout cas, l'aspiration des Français à avoir des revenus croissant au moins autant que l'inflation, elle est légitime. On peut être patron et ne pas ramener le salariat à juste un coût de production. D'ailleurs, quand on est commerçant, je suis désolé, il n'y a pas d'obstacle à l'élévation du pouvoir d'achat. Capitalistiquement, je vis du pouvoir d'achat des autres. Donc ça, je pense qu'il faudra des mesures correctives. Il faudra que les entreprises payent plus. Il faudra
Et à très court terme, est-ce que vous voyez alors, cet impact-là sur les comportements de consommation? Voilà. D'abord, pour vous donner des chiffres, aujourd'hui, je pense que c'est vrai, je suis sûr que c'est vrai pour Leclerc, mais c'est vrai pour nos concurrents aussi, et du non-alimentaire aussi, parce qu'en France, on focalise comme si on n'était qu'une société rurale. Aujourd'hui, il n'y a pas... tous les fournisseurs demandent à la grande distribution des hausses tarifaires à 2 chiffres. Personne n'est en dessous de 2 chiffres. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter de tout le monde 2 chiffres, mais tout le monde est à 2 chiffres. Donc on peut me faire une polémique sur savoir si on y est déjà ou pas déjà. De toute façon, la demande aujourd'hui, elle est supérieure à 10%, et largement supérieure à 10%. Il y a là-dedans des phénomènes d'anticipation. Il y a entre la PME qui se dit je ne pourrai pas revenir l'année prochaine demander des hausses, et qui se dit maintenant que j'ai les pouvoirs publics avec moi, et c'est le moment où il faut que j'y aille, donc il demande peut-être 15% quand il lui en faut 10. Vous avez aussi la grande société, alors je ne dis pas ça d'un point de vue populiste, mais transnationale, multinationale, qui se dit dans quel pays d'Europe je vais pouvoir ramasser le plus. Donc ils commencent par plus élevé, puis ils vont trouver... on va les aider à trouver le bon prix. Avant que l'autorité de la concurrence ne vienne regarder si tout ça est bien fait. On va vers ça. On va vers ça, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans une inflation. Actuellement, les prix alimentaires augmentent à peu près de 13%, ont augmenté ce mois-ci de 13%. Les produits frais ont augmenté de 16%. Ramené sur l'indice de l'INSEE, ça fait peut-être en dessous de moins de 10%, parce que c'est des quantités de produits consommés maintenant, etc. Peu importe la mécanique, mais on est là-dedans, quoi. Et je ne suis pas prophète en vous annonçant que l'année prochaine, c'est la même chose. D'accord ? Alors, oui, là, actuellement, ça mange du pouvoir d'achat. Ça mange du pouvoir d'achat des gens dont les revenus n'augmentent pas. Et ce n'est pas que les salariés. Tout le monde parle des revenus immobiliers, du revenu du capital. C'est très écarté dans la société française. Donc oui, il va y avoir un problème de pouvoir d'achat. Juste un truc comme ça pour relancer le débat. La question, c'est de savoir si c'est l'État qui doit compenser ou si ce sont les entreprises qui doivent soit limiter les prix, la hausse des prix, ce pourquoi je milite, soit, comment dirais-je, par des politiques de concurrence, par des politiques d'aide publique, on subvient à l'impact négatif de cette inflation. Quand on demande un chèque alimentaire, quand des personnes demandent un chèque alimentaire, on demande à l'État, sur fonds publics, de compenser des hausses de prix de sociétés privées. Quand les entreprises demandent, comme c'est le cas actuellement, un bouclier énergétique, ne sachant pas quel prix serait celui de l'électricité, on demande à l'État de compenser. Il va y avoir des arbitrages. L'affaire est extrêmement politique. Je pense en plus qu'il n'y a plus tant que ça dessous dans la caisse. Et donc... je pense qu'il faut sortir du seul... je pense que tout le monde va devoir, entreprise et État, tout le monde va devoir, si ce n'est passé à la caisse, ça c'est sûr, mais va devoir trouver des éléments de modération dans sa politique. Emmanuel et Nicolas. Deux éléments de réponse. Je propose d'ailleurs de répondre au premier élément plus tard. Quand je disais que le pouvoir d'achat va baisser, c'est si nous ne changeons pas de comportement. C'est assez amusant de voir, je réagis un peu pour provoquer Michel Edouard, comme si le pouvoir d'achat, c'était une question de redistribution. Donc je vais prendre aux entreprises pour donner aux consommateurs, ou je vais prendre à l'État, mais l'État, c'est vous. Hein. Je veux dire, c'est via vos impôts, ou si ce n'est pas vos impôts, c'est vos enfants et vos petits-enfants via la dette. Et je viendrai tout à l'heure sur un autre sujet, mais je préfère le laisser de côté pour l'instant. Oui, il y a des moyens d'accroître le pouvoir d'achat durablement. On les connaît, hein. Mais le problème, ça ne se fait pas en appuyant sur un bouton du jour au lendemain. Le pouvoir d'achat, il ne tombe pas du ciel, il dépend d'un certain nombre de paramètres, on y viendra. Mais à court terme, ou même à long terme, si nous continuons à travailler et à vivre comme nous vivons, logiquement, si l'inflation augmente, le pouvoir d'achat diminuera. Maintenant, pour répondre à la question, le second point de Béatrice, qui était, est-ce qu'on le voit dans le comportement des consommateurs? Alors, je suis moins au fait que Michel Edouard, parce que je ne suis pas du tout, je dirais, au contact quotidien des consommateurs, mais quand on regarde les études statistiques, en tout cas empiriques, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit 3 phénomènes. Alors, qui vont varier selon les ménages. Hein. Ça aussi, c'est important. L'inflation ne touche pas tout le monde de la même manière. Hein. D'abord, on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les mêmes contraintes, hein, ce qu'on appelle le budget contraint. Mais quels que soient les ménages, on voit quand même 3 grandes tendances. D'abord, des arbitrages entre produits.
C'est le grand retour, et Michel-Édouard en parlera mieux que moi, des marques de distributeurs, des marques de premier prix, la chute du bio, alors pas que pour des effets pouvoir d'achat. Hein. Il y a eu aussi toute une polémique sur est-ce que finalement le bio c'est si bon que ça. Donc d'abord des arbitrages entre types de produits. Ensuite des arbitrages entre enseignes. Moi j'ai beaucoup travaillé il y a longtemps sur le entre guillemets hard discount, hein, devenu aujourd'hui soft discount. Hein, et on voit bien que la part de marché de Lidl Aldi, hein, pour faire simple, hein, est en train de monter depuis plusieurs années. Donc des arbitrages entre enseignes. Troisièmement, des arbitrages des consommateurs dans la manière de consommer. Hein, ça pourrait être intéressant d'y revenir. La location, alors pas pour les produits du quotidien, hein, on va aller sur de la location, sur de la seconde main, notamment pour des produits durables. Regardez l'explosion typiquement de ce qui est les sites de vente de vêtements en ligne. Alors ce n'est pas forcément qu'un argument financier, ça peut être aussi la volonté de vouloir renouveler sa garde-robe plus fréquemment, ou des enjeux de durabilité. Je me sens moins coupable de racheter un manteau si je sais que quelqu'un l'a déjà porté. Donc on voit quand même des arbitrages à tous les niveaux, hein, dans les enseignes, dans les types de produits achetés, avec l'essor des premiers prix, et puis dans la manière de consommer. Nicolas, tu voulais dire un tout petit mot pour insister sur un point qui a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, le pouvoir de Michel-Édouard Leclerc l'a dit, mais le pouvoir d'achat, c'est les revenus moins l'inflation. C'est l'évolution des revenus moins l'inflation. Et donc, c'est très important pour quand même qu'on conserve des perspectives, de bien comprendre que même s'il y a de l'inflation, on peut avoir des évolutions de pouvoir d'achat positifs. Donc en fait, il y a deux questions derrière notre affaire de pouvoir d'achat. Il y a la question de Michel-Édouard Leclerc et jusqu'à un passé récent d'Emmanuel Combes, c'est-à-dire faire en sorte que la concurrence joue son rôle et que dans la partie prix du pouvoir d'achat, on n'ait pas des sources inflationnistes qui viennent de choses indésirables comme des monopoles, des oligopoles, des ententes, etc. Donc ça, c'est le combat de Michel-Édouard Leclerc sur le terrain. C'est ce qu'il fait depuis longtemps et ce que faisait son papa, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un développement de la distribution et puis qu'on ait des gens qui assument le fait, puisque c'est pas toujours facile, hein, mais le fait d'essayer de conserver des prix qui sont compétitifs, même si ça fait des discussions, j'imagine, j'y suis pas, mais enfin parfois un petit peu viriles avec les industriels, les agriculteurs à terme. Enfin, c'est très important. Puis il y a toute la question, bien évidemment, mais ça, je le disais, Emmanuel connaît ça par cœur, de la concurrence. Et puis, il y a un autre versant qu'il ne faut pas oublier, mais je ne veux pas anticiper parce que je pense que c'est dont tu voulais parler tout à l'heure, Emmanuel, mais c'est la question des salaires. C'est-à-dire, comment on fait pour imaginer des évolutions de salaires qui soient plus dynamiques, mais durablement. Et juste un mot quand même que je voudrais, un chiffre, que je voudrais porter à votre connaissance, c'est que à force de dégradation de nos performances économiques relatives, pas dans l'absolu, la France n'est pas un pays qui s'appauvrit dans l'absolu, mais qui s'enrichit pas beaucoup, ou moins que les autres, en fait, on voit que les évolutions salariales en France sont devenues suffisamment faibles pour que, si vous regardez le classement des pays européens ou de l'OCDE, et l'OCDE d'ailleurs fait ce type de calcul, essaie de faire des statistiques homogènes sur les salaires, etc., on voit que les salaires sont devenus assez bas en France. C'est vraiment quelque chose qui me frappe, c'est qu'on est devenu un pays à bas salaire. Les salaires sont beaucoup plus bas qu'en Allemagne, ils sont beaucoup plus bas qu'en Angleterre, ils sont beaucoup plus bas qu'aux... Alors, les inégalités sont plus fortes aux États-Unis, donc il faut mettre des... Puis aux États-Unis, si vous avez un problème, vous allez à l'hôpital, vous payez, etc. Donc, mais on voit quand même qu'on a ce problème de dynamique salariale. Et donc, vraiment, la bonne façon, la façon saine d'aborder le problème, c'est d'abord de se dire, les prix, comment on fait pour continuer, ou pour même améliorer la question de la concurrence, c'est tout le combat d'Emmanuel qui a beaucoup communiqué là-dessus, hein. La concurrence, c'est quelque chose qui est bon socialement, et la question des salaires, comment on fait pour avoir pour sortir de cette spirale, en fait, dégradation de la situation économique et donc dégradation relative des salaires. Alors justement, comment on fait ? Là, c'est la question que tous les syndicats posent au gouvernement. Il faut augmenter les salaires. Et le gouvernement dit, nous, c'est aux entreprises de les augmenter. Et donc les entreprises. Je suis assez d'accord que c'est aux entreprises. C'est la partie des entreprises, sauf pour la fonction publique où c'est l'État. Non, mais bien sûr, là, c'est l'État. Mais voilà, d'abord, première chose, parce que ça coûte, effectivement. D'abord, si on veut en diminuer l'impact, il faut s'attaquer à l'inflation. L'inflation, elle est mondiale, d'accord. Et ce n'est pas parce que le Covid était mondial qu'on n'a pas eu des politiques nationales de santé. Okay, on était en retard, on n'avait plus de masques, on est allé en chercher, on n'a pas eu de vaccin, on en a importé. Je veux dire, le fait que le Covid soit mondial, ça n'empêche pas une politique nationale. Le fait que l'inflation soit mondiale, le taux élevé n'est pas inéluctable.
Et d'ailleurs, le gouvernement lui-même, en créant ce bouclier énergétique pour les consommateurs, a montré qu'il était d'accord d'accompagner l'impact social. Donc moi, je pense que la première chose, et là je suis sûr qu'on est en phase tous les deux, le professeur que tu es redevenu et l'acteur sur le terrain que j'essaye de rester, on est d'accord qu'il faut se battre contre ce fléau. Parce que dans cette inflation, il n'y a pas que des coûts légitimes, il y a beaucoup d'anticipation, il y a de la spéculation, il y a des gens qui font des coups, enfin, c'est la logique du marché. Et puis, ce n'est pas parce qu'on vous dit que le marché des matières premières est très élevé que pour autant, vous avez acheté au sommet votre matière première. Vous l'avez peut-être acheté avant et tout ça. Donc, la facture est importante, il faut demander de la transparence, il faut négocier. Donc, c'est une première chose. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, en France, les termes de négociation, les termes de concurrence sont ramenés, sont vilipendés, alors qu'aujourd'hui, c'est une obligation nationale. Je trouve que non seulement Leclerc doit négocier les prix, Carrefour, Picard, puisque tu parlais de Picard tout à l'heure dans le surgelé, c'est notre job, c'est notre métier, on doit le faire selon des codes, une réglementation, il y a des lignes jaunes, quelquefois 2 lignes jaunes, mais quand même, d'abord, si on ne veut pas foutre le feu à la maison, ben, il faut essayer de limiter le terreau de l'incendie. Hein. Oui, mais la question des salaires. Mais si on veut, puisqu'on ne sait pas résoudre par avance avec des recettes la question des hausses des revenus, attaquons-nous à ce qui le provoque. Et je suis étonné en France du fait qu'on a l'air d'être un mauvais en voulant acheter moins cher. Aujourd'hui, quand un industriel international vient me proposer son tarif, il n'a pas négocié son conteneur. Il n'a pas négocié. Il est en retard par rapport à ça. Et pourtant, la société de M. Saadé, elle a sorti 12 milliards de profits. Donc elles en ont vendu des conteneurs. Ça veut dire que mes fournisseurs n'ont pas bien négocié ou n'ont pas commencé à négocier. Dans les cantines, il faut qu'on réapprenne à négocier le prix des choses. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les agriculteurs, ça veut dire juste qu'il faut demander la facture, il faut demander la justification, la transparence. On ne va pas s'enquiller toutes les hausses comme ça. Vous voyez ? Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un problème dans la formation des prix ? Je pense que, et je renvoie à un article écrit par toi ce matin dans Les Échos, il faut réhabiliter les politiques de concurrence. La concurrence, ce n'est pas la guerre des prix. La concurrence, c'est ce qu'un consommateur attend de 2 entreprises sur un marché. Il n'y a pas de raison. Quand aujourd'hui, sur le marché du pet food, je vous dis que c'est la réalité, hein, vous avez une grande entreprise, il y a 2 grands, 85% du marché des biens pour nourriture animaux, le pet food, c'est Nestlé et Mars. Voilà. Et ben, l'écart de demande tarifaire est de 1 à 3. J'ai la gentillesse de ne pas dire qui est le moins cher et qui est le plus cher, mais c'est quand même normal qu'on les mette en compétition. Et c'est incroyable qu'aujourd'hui, ils demandent aux législateurs de sortir de cette compétition. C'est des boîtes qui sont cotées, c'est des boîtes qui ont sorti des résultats exceptionnels. Des grandes boîtes comme Mars, comme Mondelez, enfin, vous savez, les bonbons, les chocolats, le riz Uncle Ben, etc. C'est quand même normal. Il est temps qu'en France, on considère comme normal qu'on mette en compétition chaque offre. Les pouvoirs publics, monsieur le maire, je suis sûr, quand il fait un chantier à Saint-Raphaël, il met en compétition les constructeurs. Et nous, je ne sais pas si tu le ressens, mais depuis 5 ans, 6 ans, il faut dire qu'on était en déflation, mais depuis 5 ans, 6 ans, on passe pour des salauds à demander... Le prix bas, c'est le prix qui tord le cou aux agriculteurs, c'est le prix qui tord le cou aux industriels. Mais non, c'est normal qu'on le demande. Dans les conditions légales, on le demande. Et donc, d'ailleurs, regardez, même aujourd'hui, les pouvoirs publics demandent à la SNCF de baisser ses prix. Les pouvoirs publics demandent à Total, sans aucune considération juridique, de faire une remise à un privé qui fait une remise. Les pouvoirs publics, aujourd'hui, demandent aux grands opérateurs de faire des efforts dans les dom-toms. Il y a des prix bloqués à La Réunion aujourd'hui. Donc, plutôt que d'aller chercher de l'argent public ou d'où rouvrir le robinet d'une politique salariale qui est nécessaire, mais dont on ne sait pas jusqu'où elle va, déjà, fixons l'horizon, fixons l'objectif du degré d'acceptabilité de l'inflation. Et quelquefois, j'ai l'impression d'être un peu solitaire quand sur les plateaux, je dis ça, quoi. Et quand je vais à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour représenter mes collègues de Leclerc,
Si l'élu qui est en face de moi, on en discutait avec monsieur le maire de Saint-Raphaël, si l'élu qui est en face de moi, il est hors sol, il n'a pas une cantine chez lui, il n'a pas la pression des parents d'élèves, parce qu'avec la loi contre les cumuls, et beaucoup sont pas dans la réalité du quotidien, ben, il a l'impression que quand je dis au lieu de manger du poisson, on va manger des légumes, il a l'impression que je coule la pêche française. Or, c'est bien ce qui se passe dans les cantines aujourd'hui. C'est bien. Et donc, oui, il y a un impact sur la consommation. Oui, il y a un impact sur les revenus. Impact de quoi? Du taux d'inflation. Donc, déjà, premier combat, essayons de faire en sorte qu'il y ait 2 points, 3 points de moins d'inflation que chez nos voisins. Emmanuel, est-ce que vous avez pu voir un problème dans la formation des prix? Ce que dit implicitement Michel Alors, Édouard un prix, Leclerc. d'abord en économie, un prix, c'est super simple à comprendre. Hein. Ce qui explique un prix, c'est 3 choses. D'abord, les coûts. Si vos coûts augmentent, au bout d'un moment, alors on peut procrastiner, hein, au bout d'un moment, vous augmenterez vos prix, vous n'avez pas le choix. D'accord? Donc, si les coûts augmentent, les prix augmentent, c'est assez logique. Il y a un second facteur, c'est la demande. Si tout le monde veut consommer la même chose au même moment, c'est un peu logique, ça fait monter les prix. Quand on prend un billet d'avion au mois d'août, en général, c'est plus cher que quand on le prend au mois de mars pour aller dans la même destination. Puis il y a un troisième facteur, ce que disait Michel Édouard Leclerc, c'est l'intensité de la concurrence. Moins vous avez de concurrence sur un marché, plus les prix sont élevés. Alors pourquoi il n'y a pas de concurrence sur un marché? Il peut y avoir plusieurs raisons. Je ne les donne pas toutes, mais par exemple, on peut avoir des marchés qui ne sont pas ouverts à la concurrence. On y viendra peut-être tout à l'heure. Alors c'est un choix. Moi, je ne suis pas homme politique, hein, donc ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire. Mais il faut en assumer les conséquences. Si on refuse d'ouvrir un certain nombre de marchés à la concurrence, il ne faut pas se plaindre après d'avoir des prix élevés. On prendra, si vous voulez, des exemples tout à l'heure. J'en ai un qui me vient spontanément à l'esprit. Je suis sûr que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Donc, premièrement, c'est la responsabilité du politique de dire maintenant, j'ouvre le marché à la concurrence. C'est courageux, hein, très, très courageux. Alors, je ne voudrais pas faire de publicité pour ce 4e opérateur que vous connaissez tous. Enfin, je rappelle quand même, c'est pas moi qui le disais, c'était un certain Arnaud Montebourg, peu suspect de connivence avec M. Sarkozy, qui disait finalement la plus grande mesure de pouvoir d'achat qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est de faire rentrer un 4e opérateur de téléphonie mobile. Je vous rappelle que chaque année, c'est bien un gain de pouvoir d'achat durable. Pourquoi il est durable? Parce que si demain on revient à 3 opérateurs, si vous avez moins de concurrence, ça fait monter les prix. Ça a été estimé par UFC Que Choisir, à vérifier, je dis peut-être une bêtise, de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros chaque année. Mais c'est courageux. Donc premièrement, on peut ouvrir un certain nombre de secteurs à la concurrence. Pourquoi ne le fait-on pas? Il faut demander aux politiques, parce que c'est difficile. On peut aussi, ça c'était le travail que j'avais jusqu'à la semaine dernière, hein, lutter contre des pratiques souvent secrètes, qu'on appelle des pratiques d'entente sur les prix. Hein, vous imaginez, si 2 producteurs décident de fixer les prix ensemble, mécaniquement, quel est l'objectif même de l'entente? C'est de faire monter les prix. C'est le rôle de l'autorité de la concurrence que de détecter et de punir sévèrement ces pratiques. Je donne un exemple très concret, c'est notre vie de tous les jours. Quand j'étais vice-président de l'autorité de la concurrence, on a condamné une entente dans les produits d'hygiène et d'entretien. Votre shampoing, enfin notre shampoing, notre dentifrice. Vous imaginez, tous les Français achètent du shampoing et du dentifrice. L'amende a été assez lourde. Donc il y a quand même des leviers au niveau de la concurrence. Mais je voudrais revenir sur un point. Alors je ne sais pas si j'anticipe déjà sur la suite du débat, mais quand je disais que le pouvoir d'achat ne va pas augmenter, soyons bien clairs, c'est si nous ne changeons pas de comportement. Bien sûr qu'il y a des leviers de pouvoir d'achat. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ces leviers de pouvoir d'achat, ils passent donc par les salaires. Ils passent essentiellement par les salaires, mais ça ne se décrète pas du jour au lendemain. On parle de réformes sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Alors je vais vous les donner, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais d'abord, ça s'appelle l'éducation. En économie, il y a un principe mais super simple qui a été vérifié par 3 prix Nobel. On a quand même des études. Plus vous êtes formé, je n'ai pas forcément dit éduqué, on ne parle pas forcément de faire des études supérieures, mais plus vous êtes formé, plus vous êtes rémunéré. La France a un vrai problème de déficit de compétences. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas des ultralibéraux, c'est le Conseil d'analyse économique. Déclin de notre niveau en mathématiques, etc. En clair, si nous voulons avoir plus de pouvoir d'achat, il faut que nous soyons tous collectivement mieux payés. Pour être mieux payés, une fois qu'on a joué, j'entends à court terme, on va donner des primes, et c'est très bien, des primes, de l'intéressement, mais à long terme, le pouvoir d'achat, il ne tombe pas du ciel, il ne se décrète pas. C'est quoi le pouvoir d'achat? C'est le résultat de ce qu'on a produit. Si vous produisez beaucoup, comme la Suisse, par habitant, vous êtes très riche. Si vous produisez moins, vous êtes moins riche. Donc, à la fin des fins, c'est comment je fais pour avoir de la croissance économique, pour avoir du pouvoir d'achat. D'abord, ça passe par l'éducation. On a un vrai problème en France. Peu de personnes, il n'y a pas assez de personnes qui sont suffisamment formées. Or, toutes les études économiques vous démontrent que faire des études, être formé, ça rapporte plus. En clair, il y a une hausse de salaire au cours de la vie. On a un problème de défaut de qualification
en France. On a un deuxième problème qui est un problème de quantité de travail. Vous aviez un article que je vous invite à lire d'un collègue professeur à Paris School of Economics, Hippolyte Dalbis, qui a regardé quelle était la quantité de travail d'un Français. Alors je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises, par an, par année. Donc c'est une bonne mesure. Combien de temps on travaille par an? En moyenne, nous dit-il, 610 heures par habitant. Alors, on peut se dire que c'est très bien, et ce n'est pas à moi de dire si c'est bien ou pas. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que les pays du Nord, dont on nous parle souvent en disant c'est un peu la référence pour nous. C'est vrai que nous, spontanément, on se sent plus inspiré par les pays du Nord que par les États-Unis. Donc on peut comprendre pourquoi. Mais vous regardez la Suède, vous regardez la Suisse, on va dire que c'est un pays du Nord. Vous regardez l'Allemagne, on est à entre 800 et 900 heures par an. 610, 800. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait rien. Je dis simplement, au bout d'un moment, il faut assumer. On a fait un choix collectif, il est respectable. Et ce n'est pas à moi de dire qu'il faut travailler plus. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire je travaille 610 heures en moyenne par an et je vais avoir le niveau de vie de la Suisse. Enfin, c'est presque une aberration. Et je le répète, je ne suis pas en train de dire que nous devrions travailler plus. À chacun de dire ce qu'il doit faire. Je dis simplement, vu le nombre d'heures que l'on travaille, il n'est pas étonnant que notre pouvoir d'achat progresse peu. Et ce que nous dit également Hippolyte Dalbis dans cet article, c'est très intéressant. Il nous dit non seulement la France est un pays où on travaille finalement assez peu, mais la tendance est plutôt à la baisse depuis 20 ans. En 2004, donc il y a 18 ans, la France et l'Allemagne étaient à peu près proches en nombre d'heures travaillées par an. On était à 616 heures par habitant. Et ce que l'on a constaté, c'est une grande divergence en réalité entre l'Allemagne et la France. Donc oui, il y a des leviers. Mais ces leviers, vous voyez, c'est pas j'appuie sur un bouton et demain matin, par magie, on va tous voir notre pouvoir d'achat, en tout cas nos salaires, augmenter de 10%, 15%, 20%. La solution, on la connaît. 1, éducation. 2, c'est un peu la même chose, formation. 3, concurrence. 4, quantité de travail. Donc ça pose notamment la question de l'entrée des jeunes sur le marché du travail et également peut-être aussi la question des seniors en France qui parfois sont mis en pré-retraite beaucoup trop tôt. Vous vouliez rebondir sur 2 exemples. Je suis d'accord avec ce qui est dit, mais là on est renvoyé au long terme. D'accord. Et là on est dans une situation de court terme. Juste pour épuiser le sujet de qu'est-ce que peut nous apporter une politique de concurrence pour que vous sentiez que c'est des choses concrètes. Je vois mon camarade avec son masque là. Oui, il était bien aussi avec et sans, mais il joue avec. Mais le masque, franchement, je m'attribue et j'attribue à Leclerc un rôle majeur sur la baisse du prix des masques. Je vous rappelle que nous n'avions pas le droit de vendre des masques. Tu faisais allusion tout à l'heure, les pharmaciens avaient le monopole du prix des masques, mais ils n'en avaient pas et ils ne savaient pas en acheter. Entre le moment où on a été autorisé à en acheter et le moment où on les a ramenés et qu'on s'est bagarré pour les diffuser, on a divisé par 10 le prix des masques. On a divisé par 10 le prix des masques. Donc la concurrence, dans le pouvoir d'achat des gens, ça a compté pendant le Covid. Mais vraiment, on a dézingué le prix des masques. D'ailleurs, les pharmaciens nous en voulaient. Mais la réalité, c'est que c'est la concurrence qui fait qu'on est allé les chercher. Les autotests, on n'avait pas le droit de les vendre. Quand on s'y est mis, pareil, les autotests, c'est devenu que dalle. D'ailleurs, on nous a retiré le droit d'en vendre. Vous voyez bien que la santé là-dedans, c'est pas le critère unique. On a le droit d'en vendre le temps nécessaire. Et après, on nous retire ce droit. Donc, vous voyez, une politique de concurrence, ça fait qu'un prix est plus ou moins élevé. Et pour prendre un autre exemple dans l'alimentaire qui est inverse, où on s'est fait complètement avoir, y compris nous, Leclerc, mais aussi Carrefour et tout, c'est l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, vous avez vu ça à la télévision, on nous a dit c'est la guerre en Ukraine, on n'est plus approvisionné. Et je peux vous dire, normalement, je n'ai pas le droit de savoir ça, mais nous, on nous a demandé... je ne sais plus 30%, plus de 30% pour pouvoir avoir le droit d'avoir de l'huile de tournesol d'une marque célèbre. Je sais aujourd'hui qu'on a demandé la même chose à Intermarché et je sais aujourd'hui que dans les mêmes termes, ce deal a été proposé à Système U. C'est-à-dire que cette société multinationale qui fabrique la marque Le Sieur, elle nous a fait le coup à chacun. Et donc on a accepté, puisque les clients n'aiment pas les ruptures, on a accepté sur la pression. Mais on se disait, c'est quand même dingue. D'abord, l'agriculture ukrainienne, elle est à l'ouest. Même le groupe Avril est à l'ouest.
Et en plus, l'huile de tournesol, ça disparaît pas comme ça, quoi. Et puis c'est ma fille qui, me montrant sur Twitter, vous pouvez les regarder parce que c'est même pas effacé, la même marque, l'année précédente, a fait une publicité pour rappeler que l'huile de tournesol, le sieur, est fabriquée en France avec des graines bien françaises, et c'est même un instrument de sa promotion. Donc on nous a fait le coup de la guerre en Ukraine, et en même temps, alors c'est pas une entente, c'est la dépendance à la marque qui fait que si tu ne l'avais pas, pour l'avoir, on a payé 30% plus cher. Donc je voudrais insister pour dire que ces deux exemples montrent que d'abord de la vigilance, arrêtez d'être naïf, aller chercher l'information à la source, mettre en compétition, c'est quand même, avant de déclencher la spirale inflationniste, c'est quand même un préalable. Moi, je me bats pour ça. C'est pour ça que vous me voyez m'agiter sur les plateaux. Je pense qu'on ne fait pas le job. Je pense que les industriels n'ont pas fait assez le job. Et au fond, quand je regarde, bien sûr, il faut privilégier le fournisseur français. On est souverainiste, même sans l'être politiquement. On est pour la préférence locale. Il faut défendre plus petit que soi. Il faut le faire avec discernement. Notre agriculture, en plus, qui va prendre un sacré coup avec la transition écologique et avec l'obligation d'un nouveau modèle, il faut la soutenir. Mais quand même, 65% de ce qui est vendu dans une grande surface, c'est des multinationales. Hein. Donc, j'insiste là-dessus. La défense du pouvoir d'achat, et ce n'est pas par atavisme que je dis ça, simplement, la défense du pouvoir d'achat, c'est déjà de se battre contre un horizon inflationniste qui n'est pas inéluctable, sur lequel on peut grappiller. Voilà. Après, la deuxième chose, je suis d'accord avec toi, et avec ce que tu as dit, Nicolas, c'est que la politique salariale en France n'est pas promotrice de la promotion sociale, de l'expertise, de la qualité de nos jobs. Et donc, il y a un vrai travail de pédagogie, d'éducation, mais aussi de revalorisation des métiers dans chacune de nos branches. On a bien vu que dans la restauration, là, ils partaient de très bas, ils s'étaient énormément écartés pour les bas salaires. Ils ont augmenté les salaires de 18%, ça veut dire qu'ils étaient partis très très loin par rapport à la moyenne de branche. Oui, il y a un gros travail à faire. Contrairement aux pays anglo-saxons, nous ne rémunérons pas le travail. Et quelque part, Roussel a raison. Il faut revenir il faut revenir à des politiques salariales qui soient motivantes, qui amènent les gens à travailler, à vouloir grandir dans leur métier. Et ça, l'État peut aider par l'éducation, mais c'est aux entreprises aussi de valoriser leur métier et d'attirer. Elles le font. Non, en France, beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons, par exemple. Beaucoup moins. Je sais pas, je pense que c'est aussi culturel. C'est aussi un schéma capitaliste assez vieillissant que nous avons en France aussi. On parlait d'entreprises familiales, etc. Mais le paternalisme n'excuse pas tout. Et donc, non, il faut arriver à rationaliser ces politiques salariales. Et on a vu, personne n'a intérêt à se dire meilleur que les autres dans cette histoire parce qu'ils se désignent comme cible. Mais on a fait une grande journée ils appellent ça, mes collaborateurs, de job dating. Il y a quelques mois, on a fait un grand appel d'offres pour recruter. On a eu en un jour 35 000 candidatures. On en a scellé 2000 la même journée. Donc vous voyez que quand même, quand l'entreprise sait se dire attractif, offrir des boulots pertinents et tout, il y a du boulot, il y a des gens qui veulent travailler. Pour moi, ça a été assez révélateur du fait que les entreprises aujourd'hui doivent tenir un discours d'attractivité qui est plus fort que celui qu'on a actuellement. Emmanuel, le temps passe très très vite, il y a des questions dans la salle et moi j'en ai une dernière. Emmanuel. Non, je vais aller très très vite pour revenir sur la politique de concurrence. Il y a un instrument intéressant qui peut être mobilisé assez vite et il nous parle à tous. Parfois on veut changer de fournisseur de gaz, d'électricité, d'assurance, et c'est compliqué. Ça s'appelle la mobilité du consommateur. D'abord, il faut trouver l'information. Amusez-vous à comparer parfois des grilles tarifaires, ce n'est pas les mêmes. Et puis, une fois qu'on a trouvé enfin l'information, il va y avoir ce qu'on appelle en économie des switching costs, des coûts de transfert. Tout ça, ça nous décourage. Vous voyez, aussi un levier très simple, parfois des petits grains de sable qui nous empêchent de switcher. Je vais vous prendre un exemple très concret. Il se trouve que j'étais en cabinet ministériel quand on l'a fait. On a fait, à mon avis, une grande mesure pour tous les Français. En 2008, on a fait la portabilité du numéro de téléphone portable en 48 heures.
Ça paraissait rien. Hein. Et d'ailleurs, c'est passé comme une lettre à la poste et tout le monde disait oh, moi, je pense que ça change la vie quotidienne et ça a animé la concurrence. Parce que si vous n'êtes plus content de votre opérateur A, bah, vous allez sur Internet, vous donnez votre numéro de RIO, 48 heures après, vous êtes passé chez le voisin. Donc il peut aussi y avoir des politiques finalement assez peu coûteuses. Alors, ça ne sera pas le grand soir, hein, mais qui permettent aux Français de se dire bah, quand j'ai trouvé moins cher ailleurs et que j'ai envie d'y aller, j'ai pas le contrat avec les pénalités, j'ai pas le contrat qui me bloque avec la tacite reconduction. Donc il y a aussi tout un volet droit de la consommation. Alors, vous parliez, Emmanuel, de politique pas coûteuse. Il y en a une qui a coûté beaucoup, c'est l'empilement de boucliers. Bouclier énergétique, bouclier chèque pour l'alimentation. Il y a eu des chèques dans tous les sens. Beaucoup ont dit c'est inégalitaire parce que ça profite à tout le monde. Moi, quand je vais à Bercy, j'ai une question, je vous pose à chaque fois la même question, je n'ai pas toujours la bonne réponse, mais vous en pensez quoi, cet empilement de politique de chèques? Est-ce qu'on a eu raison de faire ça? Et surtout, comment on en sort? Non, je pense que c'est le jeu politique qui a amené ça. C'est j'allais dire la compromission politique, mais au sens compromis. C'est marrant de voir des élus LR demander plus de rigueur dans la gestion des fonds publics et en même temps de demander la remise sur les carburants. Un coup c'est LFI, un coup c'est... En fait, chacun fait son truc et en fonction de la voie dont on a besoin, on lâche... Et non, il faut sortir de ça. Et puis il y a un truc, moi, que je trouve complètement immoral. Je ne sais pas si c'est moi qui suis dans les nuages, mais... Quand vous voyez tous les syndicats patronaux, les syndicats interprofessionnels, les professionnels, restons dans le langage binaire, quand vous voyez les mouvements patronaux dire « laissez-nous augmenter les prix, mais faites un chèque alimentaire ou faites un bouclier », c'est quand même l'économie privée qui demande de prendre sa mise et qui demande sur fonds publics à ce qu'on compense. Il y a un truc quand même j'ai beau être un libéral, c'est pas normal. Je le disais à des copains de la FNSEA, vous n'êtes pas un syndicat ouvrier, vous ne plaidez pas pour la hausse des salaires de l'agroalimentaire, vous plaidez pour la hausse des revenus des exploitants. Et vous dites après, ah oui, mais faites un chèque alimentaire. Les gars, reprenez du recul. C'est le privé qui demande au public de payer sa marge. Alors, quand en plus... le fournisseur est multinational et qu'on nous demande de payer le porc espagnol au prix de la protection de l'agriculteur français, il y a un truc qui est quand même assez bizarre. Emmanuel, en un mot, on n'avait pas le choix. Pour autant, dès le départ, il fallait cibler les aides. Parce que maintenant, c'est très compliqué, dès lors que tout le monde y a eu droit, de revenir en arrière. Donc pour moi, il y a un défaut dans la formation même de la politique économique. Il fallait dès le départ assumer le choix que ceux qui étaient les plus affectés, qui ne sont pas d'ailleurs forcément les plus pauvres, ça peut être des personnes qui roulent, par exemple, beaucoup. Une personne qui habite en zone rurale et qui va tous les jours faire 30-40 km, qui a peut-être un salaire relativement correct. Donc il fallait cibler dès le départ. Ça va être compliqué de sortir d'une mesure qui finalement profite à tout le monde et donc qui ne va faire que des mécontents. D'accord. On a dépassé de 2 minutes 53. Peut-être une seule question à qui veut poser une question avant qu'on passe à la deuxième table ronde. Peut-être des jeunes qui sont là-bas. Allez. Je ne vous vois pas beaucoup. Qui se lance? Eh bien, là-bas. Monsieur, madame, je ne sais pas, je ne vous ai pas vu. Bonjour. Alors, monsieur. Bonjour. Question rapide, réponse rapide. Dans la définition du pouvoir d'achat, il y a effectivement tout ce qui sont les biens de consommation, etc. Mais il y a aussi le loyer qui en France est très cher et pèse aujourd'hui lourdement dans le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il n'y a pas là un angle pour permettre une amélioration du pouvoir d'achat sans avoir recours à l'échec, à des chèques et des choses comme ça? Je pense qu'il y a des éléments extérieurs au salaire qui grèvent aujourd'hui le pouvoir d'achat. La deuxième chose, et j'en termine derrière, moi je ne suis pas très pour les comparaisons du temps de travail, etc. Les pays ne sont pas comparables. L'Allemagne est un pays très industriel, nous ne sommes plus un pays industriel. Nous créons, le manque d'industrie nous empêche de créer de la plus-value. La multitude de métiers qui aujourd'hui sont occupés par un certain nombre de personnes à bas salaire ne sont pas créateurs de plus-value, donc ne sont pas créateurs de richesse pour l'État, j'ai dit. Merci. Qui répond? Immobilier, logement. Moi, je veux bien répondre à la deuxième partie de la question. Je vais vous faire peur, monsieur, je vous lis.
Alors, les pays dans lesquels on travaille plus que la France, je ne suis pas sûr que ce soit des grands pays industriels. La Grèce, la Finlande, sans doute, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Espagne, entre 700 et 750 heures. Donc l'argument qui est de dire on bosse moins en France parce qu'on a peu d'industrie, je dirais même le contraire. En fait, les secteurs qui sont le plus intenses en travail, c'est les services. C'est même l'inverse. Plus on est un pays tertiaire, logiquement, plus on devrait avoir de quantité de travail. Prenez typiquement une personne qui va aider, par exemple, pour le ménage. Par définition, les gains de productivité sont très faibles. Plus il y a de personnes qui auront besoin de ces services, plus il faudra embaucher. Donc je serais même tenté de penser l'inverse de vous, de dire que plus un pays est tertiaire, plus il devrait avoir une quantité de travail potentielle très forte. En tout cas, ce que nous montrent les statistiques, c'est que ça ne concerne pas seulement l'Allemagne. Vous avez raison, dans le cas de l'Allemagne, c'est un pays très industriel. J'ouvre une parenthèse pour la fermer aussitôt, parce que ça fait peur quand même d'entendre ce chiffre. La part de l'industrie en France dans le PIB, c'est 10%. En Allemagne, c'est 20%. Et il y a plus d'industrie en Angleterre, au Royaume-Uni, qu'en France. Donc vous avez raison sur le constat, mais je ne pense pas qu'on puisse en déduire. C'est pour cela que nous travaillons peu en France. C'est un choix collectif. Je ne dis pas qu'il est bien ou mal, mais il faut en assumer la conséquence. Michel-Édouard Leclerc, oui, il faut construire plus pour faire baisser les prix. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Oui. Enfin, moi je crois. Enfin, c'est compliqué avec la pression du temps, parce qu'on réfléchit en même temps. J'ai pas de réponse toute faite. Moi, je crois à la nouvelle économie. Je pense qu'il y a de la croissance. Je suis positif, mais pas positif pour être positif. J'y crois. Je crois que la nouvelle économie, l'économie décarbonée, le nouveau modèle auquel aspirent nos enfants, mais nous-mêmes, on y va. Les consommateurs ne sont pas revêches à ça. Là, sur le moment, ça bouscule, mais globalement, je pense qu'il y a un leadership, il y a des poches de croissance, mais il y a même un leadership pour l'économie française d'être pionnier et d'investir sur la nouvelle économie. Entendez-le, je ne le démontre pas, mais je pense que Renault, Peugeot, aujourd'hui, vont tirer leur épingle du jeu, peuvent tirer leur épingle du jeu, sortir des volumes coûteux de celui qui est au Liban pour aller vers du qualitatif électrique, etc. Croyez-moi, dans l'évolution des états généraux de l'alimentation, une meilleure alimentation, moins de sel, moins de sucre, plus bien-être, il y a de la valeur à créer, il y a de l'emploi à créer, il y a un renouveau de notre agriculture, la transition est compliquée, ce n'est pas forcément la même génération qui va y arriver, il y a des résistances culturelles, mais on a un vrai potentiel, puis les terres on les a, et on a des terres riches, et on a de l'expertise, dans l'industrie comme dans l'agriculture. Donc je dis ça, c'est parce que à cette phase d'inflation qui nous est imposée, il va venir une inflation plus coûteuse de cette nouvelle économie parce qu'elle n'a pas encore trouvé son marché. Et donc oui, il faudra adapter les salaires à cette créativité. Et c'est un jeu on avance un pion, puis c'est l'autre pion. Et pour moi, c'est le jeu de la négociation, le paritarisme qui n'y a pas assez dans notre pays et qu'il faut développer. Mais moi, j'ai une vision positive. Je suis angoissé dans le moment, mais je suis positif dans l'expression du futur. Les genoux qui sont là, vous avez du boulot, quoi, mais pas pour rien, quoi. Bon, merci beaucoup. On aurait pu rester encore une heure avec vous, mais il y a plein d'autres tables rondes. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans 10 minutes avec Michel Alliot-Marie sur la question.